Bonjour à tous et bienvenue sur Eleven Football Club pour une nouvelle chronique qui reviendra un peu sur des faits d'actualité, donc sur l'actualité des dernières semaines. Donc le principe est simple, je choisis trois sujets que j'ai envie d'aborder avec vous et je vous fais part de mon analyse, de ma façon de penser et des enseignements qu'on peut tirer des différents faits d'actualité. Donc au sommaire de ce premier numéro, j'ai envie de parler avec vous du titre du Paris Saint-Germain, de la fête qui a été un petit peu gâchée, etc., etc. Ensuite, j'ai envie de parler aussi de la passation de pouvoir à Manchester et de cette page historique qui se tourne avec le départ à la retraite d'Alex Ferguson. Et en troisième sujet, puisqu'on est jeudi et qu'hier se jouait la finale de l'Europa League, j'ai envie de parler de la finale auquel j'ai assisté hier à la télé, donc bien sûr, et qui m'a laissé un petit peu un goût amer, surtout par rapport au jeu de Benfica. Et voilà. Donc on va commencer par le titre du Paris Saint-Germain. Donc j'ai envie de vous parler du titre du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité française, parce qu'on en a beaucoup entendu parler cette saison. C'était une question de jours avant que le Paris Saint-Germain gagne ce titre. Alors on va mettre de côté les festivités un peu gâchées qui ont eu lieu juste après donc la fête place du Trocadéro lundi. On va mettre ça un peu de côté parce que j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. Je sais qu'on a beaucoup reproché aux ultras parisiens d'être mêlés à ces histoires et au final on s'avère que c'est complètement faux. J'ai envie aussi de dire par rapport à ça qu'on a beaucoup reproché aux Parisiens de ne pas savoir fêter un titre, mais ceux qui connaissent un petit peu le foot savent qu'il y a quelques années à Barcelone, ça ne s'était pas forcément bien passé non plus, que l'obtention du titre ne s'était pas non plus bien passée à Marseille en 2010. Alors même si les faits ne sont pas similaires, même si les faits ne sont pas forcément comparables, j'ai pas envie, je préfère avoir de la réserve par rapport à ça et ne pas parler de ça avec vous. Donc tout d'abord le Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Paris Saint-Germain? Dans un sens, pas grand-chose. En début de saison, on savait très bien que le Paris Saint-Germain allait remporter le titre. Ils avaient de loin le meilleur effectif, le meilleur entraîneur, les meilleurs joueurs. Et au final, sur l'ensemble de la saison, ça s'est vérifié. Certes, Paris a eu des difficultés face aux petits clubs. Et c'est ça que j'ai pas trouvé très bien, mais ça je vais y revenir dans la suite. Mais contre les gros clubs, je pense notamment aux deux matchs contre l'OM, je pense aussi au match contre Lyon, euh, donc face à Lille aussi. Face aux grosses équipes, Paris n'a jamais failli. Ils ont fait un très bon parcours en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai suivi leurs matchs, j'ai beaucoup apprécié, notamment le match aller à Valence que j'ai trouvé sympa et la double confrontation face au Barça, qui a donné un peu de lustre, un peu d'image à cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors, on va pas parler vraiment de l'équipe en elle-même. Les éléments de l'équipe sont extraordinaires, il n'y a rien à dire. Hein. Pour le championnat français, c'est largement suffisant pour dominer la ligue. Mais j'ai envie de parler de leur comportement. Voilà, moi ce qui me gêne, ce qui m'a gêné en fait cette saison au Paris Saint-Germain, c'est leur comportement. Ils ont fait part pendant toute l'année d'énormément de suffisance. Ils ont vraiment sous-estimé la plupart des équipes. Ils les ont prises de haut très souvent, hormis lors des grosses rencontres, bien sûr. Mais et je trouve qu'un homme cristallise bien ce problème, c'est Leonardo. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui selon moi est responsable de cette mauvaise communication finalement autour du club. Et donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette année de titre, donc de retour de titre après 19 ans de titre, sans titre pour le Paris Saint-Germain, ce que j'ai envie de dire, c'est que la mission a été accomplie, mais avec fracas. Parce que je pense que l'image du Paris Saint-Germain n'est pas du tout celle que les Qataris attendent du club. Voilà, donc on sait que les Qataris sont venus avant tout pour se donner une belle image, et je pense que de ce côté-là, il y a eu un échec cette saison. C'est dommage parce que le parcours en Coupe d'Europe lui permet justement d'avoir de la crédibilité au niveau des autres clubs européens et de l'Europe entière. Mais pour ce qui est de ce que je vous dis, donc la suffisance, les échecs dans la communication répétée et justement ces festivités d'après-titre qui ont donné une mauvaise image au Paris Saint-Germain, je trouve qu'il y a quand même un semi-échec au niveau image.
Donc pour les Qataris, je pense qu'il faudra revoir ça la saison prochaine et vraiment amener un changement au niveau de la communication. Moi j'ai vraiment l'impression que, enfin, pour moi le Paris Saint-Germain, c'est censé devenir le plus grand club français des prochaines années, c'est censé devenir un des plus grands clubs en Europe. Donc pour moi c'est censé être un club classe. Je veux dire, quand on voit le Real Madrid, quand on regarde le Barça, la Juventus, donc tous ces grands clubs européens, et j'en passe bien sûr, j'en passe, il y en a pas mal, ça respire la classe, quoi. Et niveau Paris Saint-Germain, des déclarations tapageuses de Leonardo par exemple, qui après un match difficile contre un petit club disait oui, nous on n'est pas fait pour jouer contre les grandes équipes. Ben c'est un peu choquant et forcément dans l'idée des gens au niveau de l'image, c'est pas terrible. J'imagine mal les joueurs du Barça dire on a du mal à se motiver pour jouer contre Retafe ou Rayo Vallecano parce que ils sont nuls. Non, justement, si le Barça arrive à marquer plus de 80 points par saison, c'est parce qu'ils respectent tous leurs adversaires et qui jouent les rencontres à fond de la première à la 38e journée. Donc à Paris, si on pouvait leur donner un conseil, ça serait d'avoir un petit peu plus de classe et de jouer un peu et de renvoyer une plus belle image. Notamment le comportement sur le terrain et aussi en dehors du terrain pour les supporters et pour Leonardo. Voilà, donc ça c'était pour le premier sujet à propos du Paris Saint-Germain. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu plus sympa, avec quand même un peu de nostalgie déjà qui peut être ressenti. C'est bien sûr le départ à la retraite d'Alex Ferguson à Manchester. Alors c'est une page de l'histoire du football et une page de l'histoire de Manchester qui se tourne. Ferguson a fait 26 années à Manchester, donc 26 années, je ne sais pas si on se rend bien compte dans le football moderne ce que ça représente 26 ans. Je crois qu'il y a Wenger qui a plus de 15 ans. Je crois qu'il y a Thomas Schaaf au Werder, mais qui vient de quitter le club aussi, qui a 14 ans. Il y a David Moyes, le successeur de Ferguson, qui a 11 ans de carrière, donc au plus haut niveau dans les grands championnats. Je crois qu'hormis ces personnes-là, il y a vraiment très peu de personnes qui peuvent se targuer d'avoir fait plus de 10 ans d'affilée dans le même club. Donc ça, c'est vraiment la première chose à dire. Ferguson a accompli une carrière fantastique, il a remporté plus de 35 trophées, je crois 13 championnats, des nombreuses coupes, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté donc tous les trophées possibles et inimaginables. Il faut se rendre compte que c'est une légende qui quitte le monde du football. Et on lui en veut pas parce que il a vraiment accompli une super carrière. Et il s'arrête, je pense, au bon moment, même si j'ai été surpris d'apprendre son départ. Alors je sais pas si vous penserez comme moi, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il prenne sa retraite cette saison finalement, vu la suite des événements. Alors je sais qu'Arsène Wenger a déclaré il y a quelques jours que lui il s'y attendait, qu'il y avait des signes un peu annonciateurs de son départ. Moi je vous avoue que vu le timing, on arrivait en fin de saison, je ne pensais pas qu'il l'annoncerait comme ça. Au final, c'est très bien puisqu'il l'annonce en fin de saison, une fois que le titre est acquis. Donc ça lui permet déjà de terminer la saison tranquillement, mais aussi permet à son successeur, donc David Moyes, on va y venir, de préparer la prochaine saison et d'assurer la transmission en douceur. Au final, voilà, on peut revenir un petit peu sur la carrière de Ferguson qui a été fantastique, on peut le saluer. Alors c'est vrai qu'il avait ses sautes d'humeur, un caractère très prononcé. Ses prises de bec avec les meilleurs joueurs de son équipe à chaque fois. On se souvient des prises de bec avec David Beckham, Van Nistelrooy, plus récemment avec Wayne Rooney. C'est vrai qu'il a eu aussi des petits soucis, mais en même temps, c'était la légende de Manchester. C'était la légende. Et ce qui est remarquable dans son parcours, c'est qu'il ait su s'adapter pendant toutes ces années aux évolutions du football. Voilà, parce que imaginez 26 ans en arrière, on est passé d'un monde où l'entraîneur s'occupait des séances, il n'y avait pas beaucoup de transferts, c'était simplement du foot et que du foot, à un monde aujourd'hui où tout est histoire de communication, de management, de gestion. Voilà, donc la force de Ferguson, ça a été de s'entourer des meilleurs. Il faut savoir qu'à Manchester, il n'y a pas que Ferguson. Certes, c'est lui la figure de proue, c'est lui qui représente le club. Lorsqu'on pense à Manchester, on pense automatiquement à Alex Ferguson. Mais la force d'Alex Ferguson, c'était aussi d'avoir su s'entourer d'une équipe très compétente. Et c'est aussi pour ça ça lui a permis de rester au plus haut niveau. Maintenant, on va parler un petit peu de son remplaçant, donc David Moyes. Alors, David Moyes, c'est peut-être un nom qui a un peu surpris en France, puisqu'il n'est pas très connu.
On s'attendait plutôt à des... On avait pensé un peu à plusieurs solutions. Ces dernières années, on avait parlé de Mourinho, on a évoqué ces derniers jours même Ancelotti, on a parlé de Laurent Blanc lorsqu'il était encore un peu crédible, on a évoqué les pistes internes, Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer. Mais au final, c'est donc David Moyes qui a été choisi. Je pense que David Moyes, pour Manchester, est un excellent choix. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont, dans le fond, deux entraîneurs qui se ressemblent. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très connu, David Moyes, mais bon, on va essayer un petit peu de voir quelles similitudes et quels avantages il pourrait apporter à l'équipe de Manchester dès la saison prochaine. Donc tout d'abord, David Moyes, qui est David Moyes? Donc David Moyes, tout comme Ferguson, est écossais. Tout comme Ferguson, David Moyes a une carrière longue à Everton. Il est resté plus de 11 ans. 11 ans, c'est largement, c'est une super plage, c'est super durée pour pouvoir construire une équipe. Il a pu construire son équipe sur plusieurs cycles. Et donc David Moyes a pu travailler dans la stabilité. La stabilité qui est, on le sait tous, la grande force de Manchester. David Moyes aussi, donc tout comme Ferguson, insiste beaucoup sur le travail, les notions de travail, de solidarité, et aussi de tactique. Donc c'est un David Moyes, même si on ne pourrait pas y croire vu la mentalité britannique du football, pas très portée sur la tactique, c'est donc dans le contingent des entraîneurs britanniques, si on peut dire ça comme ça, plutôt un entraîneur typé tactique. Donc la tactique, on sait que c'est très important, surtout lorsqu'on joue en Ligue des Champions contre des équipes qui, elles aussi, sont au point tactiquement, notamment les clubs italiens, par exemple. Donc David Moyes, de ce côté-là, a les compétences nécessaires. David Moyes, c'est aussi un entraîneur qui aime travailler avec les jeunes, comme comme Ferguson à Manchester, qui a eu plusieurs joueurs, qui a pu construire plusieurs équipes, notamment avec des joueurs sortant du centre de formation, comme à l'époque des David Beckham, les frères Neville et Giggs. Là, dans cette équipe de Manchester, d'ailleurs, il y en a toujours quelques-uns. Il y a Fletcher, il y a Jones, il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés jeunes aussi dans l'équipe, comme Ferdinand, comme Vidic. Vraiment une équipe solide qui se construit au fil des années. Donc ça, pour David Moyes, il va arriver dans un club qui est déjà stabilisé. Ça, c'est une bonne chose pour lui. Et David Moyes, enfin, a un atout. Donc son atout, c'est qu'il vient d'Everton. Et à Everton, il y a deux joueurs qui sont suivis par Manchester depuis plusieurs saisons. Je veux parler bien sûr du Belge Marwan Fellaini et de l'arrière-gauche Leighton Baines. Et à n'en pas douter, il est probable que Manchester va tenter d'attirer ces deux joueurs. Ce sont deux joueurs qui ont été donc recrutés par David Moyes, et on sait que David Moyes attache beaucoup d'importance à ces joueurs et aux joueurs qu'il a amenés au sommet. Everton qui est aussi un club qui a formé de très bons jeunes, dont Wayne Rooney, que David Moyes a lancé. Donc il est évident qu'il y a quelques similitudes entre les deux, ou du moins que David Moyes devrait pouvoir arriver à Manchester en terrain, peut-être pas en terrain conquis puisqu'il sera très difficile de remplacer Ferguson, mais il arrivera dans des conditions intéressantes. Alors autre point, au niveau de David Moyes, il est évident qu'Alex Ferguson aura un rôle primordial dans l'arrivée de David Moyes. Il est clair que son début risque d'être quand même difficile pour l'équipe, puisqu'il va falloir prendre de nouvelles habitudes et apprendre à jouer et à faire sans le grand maître de Manchester. Mais je pense que David Moyes pourra compter sur le soutien d'Alex Ferguson, qui a déjà commencé son travail en déclarant notamment aux supporters, en demandant aux supporters justement d'aider David Moyes à amener l'équipe vers le sommet. Donc au final, Ferguson qui prend une retraite bien méritée, qui est remplacé par un entraîneur qui est plus ou moins de la même trempe. Donc on verra la saison prochaine ce que ça donnera. Mais en tout cas, personnellement, je ne suis pas inquiet pour Manchester la saison prochaine et je pense qu'ils seront des candidats naturels à leur succession la saison prochaine et pourquoi pas un bon parcours en Ligue des Champions, c'est-à-dire vu le nombre d'équipes actuelles, au moins un quart, voire une demi, pourquoi pas. Voilà pour le sujet sur Manchester. On va parler enfin du dernier sujet du jour. J'ai envie de vous parler de la finale de l'Europa League qui s'est jouée hier donc à l'Amsterdam Arena. Une finale, je m'attendais à une belle finale, mais au final, une finale plutôt moyenne.
dans l'ensemble entre Benfica et Chelsea. Alors, comment dire ça? Déjà un premier mot sur l'Europa League. L'Europa League que nos clubs français délaissent complètement et où on ne peut que être déçu finalement de voir que les clubs français ne veuillent pas forcément la jouer tous à fond. Quand je vois la fin du match hier, quand je vois ce but à la dernière minute, quand je vois la joie des joueurs de Chelsea, la joie des supporters, le stade était plein, il y avait quand même une ambiance hier. Quand je vois cette joie-là, quand je vois la tristesse des joueurs de Benfica, quand je vois l'entraîneur qui vit son match, je me dis que ce n'est pas qu'une histoire de coupe en bois. L'Europa League, ce n'est pas une coupe en bois, c'est faux. Il faut vraiment que les clubs français s'enlèvent cette idée de leur tête, il faut que les supporters français s'enlèvent cette idée de leur tête. L'Europa League, ce n'est pas une coupe en bois. L'Europa League, certes, ce n'est pas la Ligue des Champions, mais c'est une compétition qui réunit des grands clubs. Et la finale d'hier était même si c'était pas un grand match, était quand même une grande finale de clubs prestigieux. Et au final, lorsqu'on voit les scènes à la fin du match, on ne peut que confirmer cette idée-là. Donc ça, c'était pour l'introduction de cette finale. Donc une finale avec une opposition de style au début du match, au départ du match, donc entre Chelsea qui est une équipe, même si elle a essayé de jouer un peu plus que les saisons précédentes, une équipe avant tout solide, qui est restée un peu dans l'idée de sa performance de la saison dernière en Ligue des Champions, et une équipe de Benfica qui est vraiment agréable à voir jouer, avec des joueurs sud-américains, notamment argentins, très talentueux, Nico Gaitán notamment, avec l'attaquant Cardozo, le Paraguayen, qui est très très bon, un très bon buteur qui risquera sûrement d'aller jouer dans des grands clubs, des plus grands clubs que Benfica dans les saisons à venir. Donc vraiment une opposition de style entre une équipe solide et une équipe tout feu tout flamme. Benfica, à mon sens, a perdu cette finale, plus que Chelsea ne l'a gagnée. Et je vais m'expliquer pourquoi. La première mi-temps de Benfica, je n'arrive pas à me l'expliquer. Sûrement de la tension, sûrement la peur de gagner. On sait souvent que lors des finales, on a un peu de mal, on flanche facilement. Benfica a joué une super première mi-temps et, à mon avis, aurait dû repartir à la mi-temps avec 2 buts d'avance. Le match, il se perd là pour Benfica. Le match se perd là. Je n'ai pas compris, il y a des actions où les joueurs avaient l'opportunité de frapper, le nombre incroyable de situations qui se sont procurées, je n'arrive pas à comprendre. Et Chelsea était au bord du gouffre, mais vraiment s'ils partent avec 2 buts de retard à la mi-temps, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. Donc au final, une première mi-temps qui était quand même intéressante de la part de Benfica, et personnellement, Chelsea, j'ai suivi cette équipe assez régulièrement. Chelsea qui au final avait laissé passer l'orage et n'avait plus qu'à se concentrer pour faire une bonne seconde période. Donc en repartant sur cette deuxième mi-temps, donc je me doutais bien que Chelsea allait réagir, mais je pense que tout le monde s'en doutait. Évidemment, Benfica avait vraiment mis beaucoup d'intensité dans le match. Je crois que les joueurs de Chelsea ont été vraiment surpris. Et je pense que le discours de Benitez à la mi-temps a quand même dû être déterminant. Il a dû remobiliser les troupes. Frank Lampard, les cadres de l'équipe ont dû remobiliser un peu l'équipe qui était vraiment tête sous l'eau, on a l'impression. Ils avaient du mal à ressortir. Et au final, une deuxième mi-temps où Chelsea a été quand même un peu plus menaçant, où Chelsea a réussi donc à faire le plus dur, c'est-à-dire ouvrir le score, sur une action un peu un contre, sur une relance à la main de Petr Cech. Les joueurs de Benfica là ont un peu montré leur l'inexpérience, je ne pense pas que ce soit le mot, mais un peu un manque de flair en fait sur au niveau des défenseurs sur cette action. Et Fernando Torres qui réalise un super geste au final et qui parvient à résister au retour de Luisão, puis en dribblant le gardien, donc Arthur, pour marquer ce but de l'ouverture du score. Donc là, à ce moment-là, Chelsea qui ouvre le score. Chelsea, on connaît cette équipe, c'est une équipe très solide. Moi, je me disais, ça va pas bouger, Chelsea va tenir le coup. Et au final, ce qui se passe, c'est que Benfica a quand même fait un bon retour, puisqu'ils obtiennent le penalty rapidement. Ils égalisent par Oscar Cardozo. Et au final, à la suite, un match très... comment je pourrais dire ça ?
tendu un peu, hein, vraiment tendu, avec plus en plus de tension dans le match. On se demande qui va flancher en premier. On s'attend tous à voir une prolongation arriver très rapidement. Et puis, ce qui se passe, c'est ce dernier corner, hein, ce dernier corner qui vient un peu de nulle part et qui voit Ivanovic sauter plus haut que tout le monde. Alors là, pour le coup, on aurait dit Air Ivanovic, quoi. C'était un super coup de tête et qui marque le but de la victoire. Un super but, un super moment pour les supporters et une grande tristesse pour les joueurs de Benfica et les supporters de Benfica, on s'en doute bien. Voilà donc pour cette Ligue Europa qui était à mon avis très relevée cette année et qui est en train je pense de passer un cap au niveau de sa perception en Europe, toujours hormis toujours les clubs français qui la méprisent, j'ai l'impression. Ça reste une impression, peut-être que je me trompe, mais bon, je pense pas. Donc ça permet de clôturer un peu, de conclure sur cette Ligue Europa et avoir un petit message peut-être à dire à tout le monde, au club français. Attention au club de l'Est qui monte en puissance, hein. Et juste pour dire, un club comme le FC Bâle, un club comme Steaua Bucarest, qui ont fait une super saison européenne, sont des clubs qui ont beaucoup moins de moyens que les clubs français et qui parviennent malgré tout à faire des parcours. Alors vraiment, vraiment, s'il y avait un truc à dire, c'est que c'est une histoire de mentalité. C'est pas une histoire d'argent. L'Europa League est à la portée des clubs français. On peut faire des bons parcours en Ligue Europa à condition d'avoir de l'ambition et de jouer ses matchs. Voilà. Donc c'était la fin de cette première édition, cette première émission. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Et voilà, bonne fin de journée, bonne journée à tous. Et à très bientôt pour un nouveau podcast vidéo sur l'actualité du foot.